moment pour nous d'avoir notre deuxième table ronde de la journée. Et celle-ci est un petit peu spéciale parce que, comme je l'ai évoqué, le Cercle Interrel a presque plus de 20 ans, presque 25. Et ça a commencé avec 5 entreprises fondatrices. Et aujourd'hui, parmi cette table ronde, on en a 3 sur 5 qui sont encore aujourd'hui au Cercle Interrel. Et c'est Catherine Ladouce, notre présidente honoraire, qui va vous présenter et peut-être vous dévoiler quelles sont les 3 entreprises qui étaient fondatrices à l'époque, qui sont représentées, en t'incluant toi, bien entendu. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci Florence et merci à tous. C'est vrai que là, c'est la dernière séquence avant le déjeuner. Donc, je suis sûre que les dirigeants et dirigeantes qui sont là, qui vont venir me rejoindre, vont être assez percutants pour vous permettre de terminer cette dernière séquence. Bon, c'est vrai que c'est la 24e édition. Je disais à notre présidente Patricia, l'année prochaine, c'est 25 ans. Donc, c'est vrai, ça ne rajeunit pas, mais je crois qu'on peut quand même saluer et applaudir dès maintenant cette édition de ce matin. Alors, je vais donc inviter Jean-Christophe Morisseau. Je démarre avec toi puisque tu es en face de moi, donc qui est directeur général infrastructure et services chez Lenovo. Je me rappelle une fois où à l'époque, on avait des tables rondes avec 8 dirigeants. Il y en avait un que j'avais complètement oublié et qui tout le monde me faisait des signes. Et en fait, on avait démarré la table ronde, il n'était toujours pas là. Donc toi, tu peux t'asseoir. Merci. Je vais donc appeler Anne Imbert de Orange, qui est vice-présidente marque sponsoring et contenu chez Orange, et devrait nous rejoindre en courant, parce que je crois qu'elle est en train d'arriver. Est-ce qu'elle est là? Laurence Comte-Arassus, qui est de GE Healthcare, et donc qui était la patronne de GE Healthcare et qui maintenant gère au niveau du groupe tout ce qui est affaires publiques. Et je crois qu'elle est présidente non exécutive. Bon, voilà. Donc, ça fait partie des aléas du direct. Je pense qu'elle va arriver en courant, donc je lui poserai la question peut-être en dernier. Là, voilà Laurence. Bonjour Laurence. Elle est là, donc très bien, nous sommes au complet. Alors bon, l'écoute, c'est vrai que depuis ce matin, on en parle. Alors première question, à chaud, je ne veux pas de long tunnel pour cette première question, pour que ça soit dynamique. Donc finalement, l'écoute, en quoi ça résonne pour vous et en quoi c'est vraiment important dans ce monde justement hyper connecté et où la techno domine? Première réponse, je démarre avec toi Jean-Christophe, ça te laisse le temps de respirer un peu. Je pense qu'on a un paradoxe, c'est qu'en fait, on est dans un monde hyper connecté qui nous éloigne de l'écoute. Et en fait, l'écoute, c'est très important, c'est qu'en fait, il faut lâcher prise sur tous les outils qui essayent de s'imposer à nous. Et on s'aperçoit qu'on commence à écouter quand on arrête de regarder notre téléphone, quand on arrête de faire des mails en réunion. Et donc, pour moi, le paradoxe et l'effort qu'on a tous à faire, c'est de se détacher en fait, de cette emprise technologique pour revenir en fait, à des fondamentaux. Qui sont justement dans le lien qu'on a avec les autres. Un des fondamentaux, c'est justement cette écoute. Donc pour moi, la techno, elle a tendance à nous écarter de cette valeur fondamentale et c'est à nous de faire l'effort de revenir sur cette écoute qui est si importante. C'est vrai que je crois qu'on peut quand même admirer cette réponse parce que quand même nous, on passe notre temps à vendre quand même des appareils, ces petits appareils qui empêcheraient l'écoute. Bon, ça, c'est juste... C'est schizophrène. C'est bien. Bon, Anne Imbert, donc même question. Alors, je ne peux que souscrire et en même temps, chez Orange, on connecte les appareils. Donc, l'hyperconnexion, ça nous parle. D'autant que quand on parle d'hyperconnexion et de digital, on a aussi démultiplié tous les outils d'écoute. Donc, il y a énormément de technologies, de logiciels qui nous permettent en fait d'engranger davantage d'informations et donc écouter encore plus ce qui se dit, ce que vous faites, comment vous le faites, identifier aussi les signaux faibles. Donc, finalement, le digital, la connexion, l'hyperconnexion peut nous permettre aussi d'engranger et de mieux écouter. Mais pour autant, je souscris complètement à ce que vous dites, le mieux écouter, c'est entendre et c'est cette prise de recul par rapport à cette masse d'informations. Peut-être un deuxième point, c'est que ce monde hyperconnecté, en fait,
nous facilite l'écoute, mais aussi la complexifie, je trouve. Et donc, si on n'a pas cette prise de recul, si on n'a pas cette capacité finalement à se mettre un pas de côté, eh bien, on n'entend plus. C'est pas qu'on n'écoute plus, c'est qu'on n'entend plus et on ne comprend plus. Très bien, merci. Donc, je vais passer maintenant la parole à Laurence. Alors, à la fois, c'est vrai, la même question sur qu'est-ce que l'écoute comme ça, un petit peu à chaud, et puis après, avec un peu plus de temps pour développer chez GE Healthcare, est-ce que justement, tu as pu voir dans les processus de fabrication, de création, comment l'écoute pouvait être importante? Bonjour à toutes et tous et désolée pour le retard, la matinée était un peu compliquée. Alors déjà, évidemment, je souscris à vos 2 points, mais avec quelques paradoxes. L'écoute, c'est l'échange. Donc évidemment, ça doit faire partie, j'allais dire, de tout être humain que nous sommes, de tous les managers que nous sommes, et aussi du processus d'innovation qui est globalement, en effet, dans tout ce qui est connexion, mais dans la santé, puisque l'écoute permet l'innovation. L'écoute, c'est vraiment l'échange. Paradoxalement, quand on se déconnecte, en fait, on peut ne plus écouter. Et je pense que c'est une des grosses difficultés. Donc, je pense qu'il faut avoir la conscience de l'écoute. Et si on a la déconnexion, il faut aussi avoir la conscience de la déconnexion, en fait. Je vais prendre un exemple qui me touche toujours beaucoup. Post-Covid, on a enchaîné les réunions. Il n'y avait plus d'écoute. Il n'y avait plus de pause café. Et je suis toujours surprise de l'ensemble de ces managers qui se retrouvent dans leur bureau où on a même peur d'ouvrir la porte. On a peur, on n'a même pas de capacité d'écoute. Donc en fait, je pense que surtout, il faut une conscience de quand est-ce qu'on veut écouter et pourquoi on veut écouter, en fait. Et l'écoute, elle est absolument indispensable, justement, entre autres dans notre mode de la santé et dans le monde du management. Voilà. Justement, en termes d'innovation, vous avez vu ce sujet, enfin, ce titre qui est quand même très intéressant, c'est écouter pour innover et transmettre. Donc, sur le plan de l'innovation, est-ce que tu as un exemple concret, je dirais, justement d'innovation qui a été faite suite à une écoute particulière? Alors, j'en ai un que j'aime beaucoup et toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans la salle vont y penser. Chez General Electric Healthcare, il y a un produit dont on est très très fier, c'est tout ce qui est mammographie, puisqu'on le fabrique à Buc pour le monde entier. Une des raisons pour laquelle j'étais en retard, parce que vous pouvez imaginer qu'avec les annonces qui ont été faites, il y a quelques problématiques derrière. Et évidemment, on doit beaucoup s'écouter quand on est dans un processus de recherche, de construction, de développement, mais on est allé encore plus loin, en fait. On a été écouter les patients. Alors, dans la santé, on pourrait penser que c'est assez habituel. Déjà, c'est pas si habituel que ça. C'est pas un processus qui est là depuis longtemps. Et dans l'équipement, en général, on en est assez loin, puisqu'en fait, en général, les équipements sont plutôt utilisés par les médecins. Et sur ces mammographes, en fait, on a travaillé avec des patients et en les écoutant, on a eu des innovations disruptives. Et celle qui est disruptive, pour toutes les femmes qui ont... Alors attends, il faut regarder. Je suis désolée. Je lève la tête. Ah, ça c'est pas mal. Je crois qu'on peut applaudir Denise là. Excuse-moi, Laurence, mais non, il n'y a pas de souci. Et donc on les a écoutés et en fait sur ce produit, les femmes peuvent gérer la pression en fait eux-mêmes de leur mammographie et ça augmente la qualité des examens. Donc ça, c'est un exemple d'écoute vraiment très intéressant. À l'inverse, je vais en citer d'une de mes anciennes sociétés. Dans une de mes anciennes sociétés, on avait un énorme problème sur un de nos produits. Et un jour, notre CEO a dit « Je vais mettre tous les ingénieurs à la cave ». Et bien, vous imaginez que ça a été une catastrophe parce que là, en effet, on se déconnecte volontairement, officiellement pour gagner du temps, sauf qu'on n'a plus accès à cette innovation parce qu'on n'est plus connecté à notre environnement. Tout à fait. Merci beaucoup. Je crois qu'en effet, c'est un bel exemple. Et justement, quand on donnait, c'était Marine tout à l'heure qui parlait de l'IA. Et en effet, là, les problèmes qu'on peut avoir avec les données quand elles sont masculines et donc pour des systèmes de prévention qui soient vis-à-vis des femmes. Bon, ça, c'est peut-être un sujet dont on reparlera. Bon, alors Jean-Christophe, quand on avait préparé, on a un petit peu parlé justement de l'importance de l'écoute dans le management. Est-ce qu'il y a, évidemment, je te pose une question, parce que tu es un homme là parmi 3 femmes. Est-ce qu'il y a une écoute différente à la fois quand on est une femme manager ou quand on a des femmes dans son équipe? Est-ce que c'est quelque chose dont tu prends en compte dans ton management? Clairement, on en a parlé ce matin à de nombreuses reprises. Et puis la difficulté de cet exercice, c'est de ne pas redire les choses qui ont déjà été dites avant. Mais oui, tout à fait. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on écoute
on peut parler de l'écoute des hommes et de l'écoute des femmes, mais je ne pense pas que ce soit ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on n'écoute pas les femmes de la même manière qu'on écoute les hommes. Et c'est vraiment ça le sujet quand on manage des équipes, c'est de s'assurer que en fait, l'écoute, elle est de la même qualité pour tous et toutes. Et ça, c'est pas un fait acquis. Et donc en fait toute la question, et j'entendais ce matin des intervenants qui disaient il faut que les managers aillent à la machine à café, il faut qu'on se force à écouter. Oui, mais il faut aussi qu'en tant que dirigeant, on crée les conditions de l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait il faut créer un climat, il faut créer les conditions pour qu'en fait la parole se libère. Parce que écouter c'est bien, mais si on a en face de nous quelqu'un qui n'a pas envie de parler, c'est un peu compliqué. On a fait il y a quelques semaines des sessions de sensibilisation, et merci au Cercle Interrel, sur les risques cardiovasculaires, sur les maladies féminines. Et on a fait en sorte de fortement inciter nos hommes managers à venir dans ces sessions. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on comprend ce qu'est en fait la difficulté d'une femme qui a ses règles, qui est dans une situation d'avoir des difficultés avec ses enfants, qui a des douleurs très fortes du fait d'une pathologie typiquement féminine, si on ne crée pas les conditions de donner à cette femme la permission de s'exprimer pour dire, bien évidemment pour ne pas rentrer dans son intimité, mais pour dire voilà, aujourd'hui, cette réunion à telle heure ne me convient pas, je ne pourrai pas venir, et qu'en face de elle, il n'y a pas un manager qui a été sensibilisé pour le fait de ne pas lui poser la question, je dirais, délicate, et de respecter en fait le fait qu'on ait cette confiance qui s'instaure et qu'on ait ce climat de dialogue. Pour moi, ça, c'est très important. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, quand on va à la machine à café, la parole se libère et l'écoute peut être mise en œuvre. Donc pour moi, c'est un étage supplémentaire de prise de conscience des dirigeants, de la création nécessaire d'un espace qui permette à chacune et à chacun de s'exprimer et à la parole justement de se libérer pour que cette écoute puisse être vraiment active. Autrement, on est dans une déclaration d'intention, on dit manager écoutez, alors je vais écouter, mais en face de ça, on n'a pas créé les conditions pour qu'en fait la parole puisse se libérer en toute confiance. Donc pour moi, c'est ça le sujet aujourd'hui qu'on doit prendre en tant que dirigeant pour activement lever le niveau de conscience et créer les conditions d'un dialogue de part et d'autre. Oui, tout à fait, les conditions justement de l'écoute, la confiance, tu as utilisé ce terme-là. C'est un peu ce qu'on fait dans les réseaux d'ailleurs. Au début, quand on a créé des réseaux, c'était justement pour avoir des espaces dans lesquels on pouvait s'écouter dans un milieu bienveillant. Et du coup, ça me fait une bonne transition avec vous, Anne. Anne, vous dirigez dans tout ce qui est marque, tout sponsoring et finalement l'image et la réputation de l'entreprise. Et en quoi justement vous pouvez, mettre l'écoute au centre finalement de cette stratégie de réputation, que la culture d'entreprise soit une culture qui va valoriser l'écoute. Comment vous faites ça dans la stratégie de communication d'Orange ? Alors, globalement, dans toute stratégie de communication, l'écoute est au cœur, puisqu'on se doit d'écouter, on se doit de comprendre. J'insiste beaucoup sur cette notion aussi de compréhension, de prise de recul aussi, et d'anticiper certains signaux faibles. Donc l'écoute, elle doit être active, elle doit être effectivement construite dans un cercle de confiance. Elle doit aussi nous permettre de finalement devancer un certain nombre de tendances, de prendre aussi des risques et d'être en anticipation de problématiques futures. Et pour être en anticipation de problématiques futures, qu'elles soient sociétales, environnementales, économiques, il nous faut écouter les signaux faibles. Et pour écouter les signaux faibles, c'est une capacité d'écoute encore plus fine qui doit être mise en œuvre. Donc on le fait. Est-ce qu'on le fait bien ? C'est nos clients qui nous le disent. Est-ce qu'on le fait suffisamment ? Sans doute pas. Et encore une fois, je reviens à ces outils qui nous permettent aujourd'hui d'agréger tout ce qu'on appelle signaux faibles. On a cette capacité à prendre toute cette donnée. Encore faut-il l'utiliser. Et c'est pareil quand on manage une équipe. On voit des choses, mais est-ce qu'on identifie le signal faible ? Est-ce que finalement le silence n'est pas aussi un signal à capter vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un malaise ? Et donc ça, en tant que manager, c'est essentiel d'avoir cette capacité, cette prise de recul pour identifier dans mon métier les signaux faibles qui nous permettent d'agir en communication, et en tant que manager pour identifier une situation qui peut être une difficulté, un malaise, un sujet que la personne n'a pas forcément envie d'exprimer. Donc pour ce faire, il nous faut, nous,
être en ligne et nous écouter nous-mêmes et avoir cette prise de recul qui est absolument nécessaire dans le métier ou dans la relation interpersonnelle. Merci beaucoup. Alors justement, Laurence, tout à l'heure, tu en as parlé, tu montrais comment on écoutait les patientes pour pouvoir avoir un appareil qui soit plus en phase avec leurs besoins et leurs contraintes. Ceci étant, avec l'IA, j'imagine que vous utilisez les solutions IA dans les processus de fabrication. Alors est-ce que finalement vous mettez en place des modèles IA qui permettent quand même justement de prendre en compte toute l'écoute qui a été faite et toutes les données que vous avez, qui sont un peu moins genrées que les autres, ou est-ce que c'est un frein vraiment à l'écoute? Peut-être je voudrais juste rajouter 2 petits points par rapport à ce que vous disiez. La machine à café, c'est bien, mais je pense qu'aussi, en tant que manager, on doit se rappeler qu'on doit être, comme vous le disiez, capable de créer le bon endroit et que c'est bien aussi d'avoir des moments qui ne soient pas des moments de machine à café pour écouter. Et je reprendrai, quand vous me disiez, l'écoute, ce n'est pas simplement que écouter avec les oreilles, mais c'est aussi écouter avec ses yeux. Et il y a souvent beaucoup de signaux faibles qui ne sont pas du tout dans la parole. Et dans le monde dans lequel on est, où tout va trop vite, trop vite, on oublie souvent ça. Quelqu'un qui ne s'habille pas pareil, par exemple, quelqu'un qui ne se coiffe plus alors qu'elle avait l'habitude. C'est souvent des signaux faibles très importants et je pense qu'aussi en tant que manager, on doit se rappeler de ces basiques. Excusez-moi, ça me faisait vraiment penser. C'est important. D'ailleurs, ce matin, l'un des enseignants avant de passer à l'IA, a parlé justement du regard, en fait. De finalement, on écoute aussi avec les yeux. Du coup, c'était compliqué pendant le Covid quand on était dans des visios et avec nos masques. Et en fait, ça reste compliqué. Combien de fois on s'est dit « Ah, je ne reconnais pas la personne quand elle est en face », parce qu'en fait, la visio, c'est un écran. Alors, l'IA, c'est exactement le même processus. Déjà, quand on parle d'IA, il faut arrêter d'avoir peur de l'IA. Il faut surtout vouloir comprendre l'IA et faire comprendre l'IA. Ça, je pense que c'est un premier point. Et en santé, en fait, l'IA, c'est exactement, en fait, comme quand on construit un produit, qu'est-ce qu'on y met dedans? Et si la base n'est pas bonne, en fait, l'IA ne sera pas bonne. Dans les exemples qu'on a eus sur un logiciel d'IA qui accompagne nos équipements, lors d'un passage à la FDA, par exemple, eh bien, il nous avait été démontré que notre base statistique en termes de population, en fait, n'était pas assez puissante sur une certaine catégorie en fait, de personnes, et là, je crois que c'était d'Amérique du Sud, de mémoire, donc du coup, que les interprétations ne sont pas bonnes. Donc, l'écoute, elle est indispensable quand on parle d'IA. Je vais reprendre un exemple qui va faire le lien avec les femmes tout à l'heure de Jean-Christophe. À ce jour, quand vous êtes une femme, et si vous arrivez aux urgences et que vous avez un problème cardiaque, vous êtes mal soigné, souvent très mal prise en charge. Pourquoi? Parce que l'humain, en fait, il va considérer que c'est comme ça. Si vous êtes une femme, vous êtes stressée. Donc votre problème au bras, en fait, il vient du stress. C'est toujours vrai. Ça reste vrai. Nous, on va avoir Martine Gillard qui intervient dans quelques semaines chez General Electric Healthcare. C'est l'une des problématiques que l'on a. Eh bien, si on intègre ça, en fait, dans l'IA, c'est-à-dire la façon dont on pense actuellement, et qu'on fasse du screening aux urgences avec une intelligence artificielle, ce serait tout à fait possible, vous répondez à un questionnaire, eh bien, nous aurons exactement les mêmes biais. L'IA se trompera de la même façon, en fait. Donc, quand on dit que l'IA, il ne faut pas qu'elle soit genrée, en fait, il faut écouter, évidemment pas que le genre, mais la totalité, sinon on va répliquer les mêmes erreurs. Et si on comprend en fait l'IA, on va être capable d'anticiper cette problématique. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut la comprendre, il faut l'utiliser, et puis il faut garder l'humain aussi que l'on est. Donc, IA plus humain, et ça, c'est le meilleur attelage. Voilà, c'est la bonne solution. Merci beaucoup. Alors maintenant, une dernière question. En fait, Anne, vous aviez parlé, c'est vrai que sur l'idée de la formation, est-ce qu'on a eu ce matin des présentations de on se forme à l'écoute, mais est-ce que vous avez une expérience personnelle justement de formation, ou pour vous-même ou pour vos équipes? Alors, je pense qu'il y a un naturel, déjà. Est-ce qu'on est naturellement à l'écoute? Et si on ne l'est pas, oui, formons-nous vite. Mais même si on a cette capacité naturelle à l'écoute, cette capacité de prise de recul, oui, la formation à l'écoute. Et encore une fois, moi, j'ai eu la chance d'avoir un module à l'INSEAD là-dessus, spécifique. On a aussi des formations chez Orange qui nous permettent d'être aussi en capacité d'écoute. Et je note que là aussi, on parlait de genre, que les femmes sont plus enclins
à s'inscrire à ce type de formation. Alors pourquoi? Bon, je vous laisse libre de l'interprétation, mais c'est vrai que oui, il faut et surtout, au-delà de la formation, au-delà de la technicité, au-delà de la capacité à reformuler les choses, il faut être aligné avec soi-même. Et je pense que ça, c'est un point qui est clé, c'est s'écouter aussi soi-même, parce qu'on peut écouter les autres, mais si on ne s'écoute pas soi-même, on aura du mal à être dans cette interaction qui est si utile dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Donc oui, la formation, mais écoutons-nous nous-mêmes, apprenons aussi à avoir notre propre petite oreille interne qui nous permette justement d'être alignés pour pouvoir être en empathie avec l'autre. Merci beaucoup. Et justement, je me tourne vers toi, Jean-Christophe, puisque je suis désolée, là, c'est comme tu es aussi à nouveau l'homme de service, mais en tant que tu es donc patron d'une équipe. Est-ce que justement tu as, disons, une attention particulière justement pour empêcher que les hommes prennent toujours la parole? Parce que j'imagine que tu as une équipe certes mixte, mais enfin bon, il y a peut-être un peu plus d'hommes que de femmes dans ton équipe. Et donc, est-ce que justement tu les formes pour qu'ils appréhendent un peu plus l'écoute des femmes? Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors déjà, moi j'ai une équipe mixte. Bravo. Donc j'ai la chance d'avoir des femmes dans mon équipe, ce qui est vraiment une grande richesse. Oui, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ces sujets d'écoute. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, et c'est un travail de tous les jours, c'est la dynamique de groupe. C'est qu'en fait, on apporte dans l'entreprise en fait tous les biais de genre, tout ce qui se passe à l'extérieur dans la société. Et en fait, on est dans l'entreprise, en fait, le reflet. Enfin, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. On passe pas la douane, on rentre dans l'entreprise, on commence à réagir et agir différemment. Donc, dans les équipes, c'est vraiment un travail constant de vigilance, d'écoute active, de s'assurer que la parole circule, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, exprimer ses idées. Il y a la difficulté également du télétravail avec des personnes qui sont souvent en mix présentiel et distanciel. Et donc on s'aperçoit qu'on n'a pas la même interaction dans un groupe et dans une discussion quand on a cette mixité. On a le fait effectivement qu'il y a une tendance naturelle pour les hommes à prendre à la main et aller chercher tout de suite une solution et donc tout de suite couper la parole et être dirigé vers la solution, alors que quand on a une femme qui s'exprime, on a peut-être une tendance naturelle à essayer de trouver des consensus. Donc voilà, il y a des dynamiques différentes qui sont en jeu dans ces discussions. Une chose que moi, je me force à faire, par exemple, et que c'est compliqué, mais je pense qu'il y a une valeur d'exemple, c'est que, je sais pas, j'imagine, mais vous êtes dans une salle avec 10 personnes dans une réunion, on est supposé tous discuter ensemble. Combien de personnes ont des portables qui sont allumés en train de tapoter sur leur portable? Moi, je me force à venir sans mon PC dans les réunions. J'ai mon petit carnet, j'ai une feuille de papier et je n'ai pas d'ordinateur devant moi. Mais c'est juste des petites choses qu'on remarque et qui sont très importantes. On parlait des signaux faibles. On peut agir sur ces signaux faibles. On peut venir dans une réunion et dire, voilà, moi, je n'ai pas mon PC. J'ai mon téléphone dans la poche, et pendant la demi-heure où est-ce qu'on va discuter d'un sujet, ben en fait, on ne va pas me voir en train de regarder autre chose. Donc, je suis présent à 100% au moment où je suis là pour parler du sujet dont je parle. Et si jamais il y a un deuxième sujet qui arrive, ben en fait, je le mets de côté et je finis ce que je fais. Encore une fois, ça, c'est des choses qui sont peut-être bêtes, mais c'est très concret. Je crois beaucoup à la valeur d'exemple. Moi, je dis toujours, quand on est un dirigeant, quand vous rentrez le matin et vous passez la porte de l'entreprise, vous avez 300, 500, 1000 perdus qui vous regardent et qui vont, à un moment donné, caler un tout petit peu, pas leur attitude, mais ils vont toujours vous regarder. Et on a cette valeur d'exemple qui est extrêmement importante. Et donc, ces petites choses permettent justement de contribuer à faire en sorte que cette écoute s'installe, un peu comme je disais tout à l'heure, créer les conditions. Très bien, merci beaucoup. Alors, je crois je ne sais pas s'il y a une question qui arrive sur la tablette, ma chère Florence. Oh, il y en a plein. Oui, il y en a plein, j'espère d'ailleurs. Je vais devoir en choisir une. Alors, celle qui tarabuste finalement depuis ce matin, donc je vais la poser à vous. Alors, vas-y. C'est de dire comment gérer les différents types de personnalités, introverties, extraverties. Ah, d'accord. Bon, on a 12 secondes. On a 12 secondes. En 12 secondes. On les gère En une seconde, vous répondez. Bon. On les gère bien. Tiens bien. 2 secondes. C'est-à-dire que tu gères les introvertis, extravertis. Non, mais la personne du CEVA, excuse-moi, Pierre, je crois, parlait de Pierre, oui. Pierre, voilà, c'est tout à l'heure qu'il avait commencé par faire des formations ProcessCom. Oui. Bon, après, on en pense qu'on veut, mais se former
s'ouvrir, comprendre qu'on est tous différents, comprendre qu'on réagit différemment. Quelque chose d'intéressant dans ProcessCom, c'est que ça nous apprend comment les gens réagissent sous stress. Et donc, en fait, ça nous donne en fait, des grilles de compréhension de comment une personne réagit. Et en fonction de comment elle réagit, on sait dans quel état émotionnel elle est. Bon, typiquement, c'est des éléments qui nous permettent peut-être d'aller vers l'autre et de ne pas interpréter constamment un silence ou un refus de parler par quelque chose de négatif. On peut essayer de désactiver. Donc, je crois beaucoup justement à cette formation, cette ouverture personnelle, cette curiosité qui nous permet de travailler beaucoup sur la résonance émotionnelle, la capacité de s'aligner et d'être constamment dans cette interrogation. Et surtout pas avoir de préjugés et de certitudes, parce que là, c'est la fin de tout. Donc, on doit douter, on doit être sûr de rien, en fait. Oui, c'est bien. Ça, en effet, il vaut mieux toujours être en alerte. Anne, Laurence, vous voulez... Très rapidement, moi je trouve que c'est très difficile en fait, parce que évoluant en communication, on est plutôt dans un secteur d'extravertis et de beaucoup d'extravertis, et il y a quelques effectivement introvertis. Je pense que c'est dans la valorisation aussi des introvertis. Vous avez complètement raison, hein, dans la connaissance aussi de l'autre à travers ce type de process, se mettre à la place de l'autre, comprendre les modes de fonctionnement aide, mais à un moment donné, il faut aussi stopper et laisser la place aux introvertis. Et pour ce faire, ça nécessite une énergie managériale pour pouvoir valoriser l'intra plus que l'extra. Je suis complètement d'accord. Moi, il y avait un mot qui me venait, c'est la conscience. Faire les choses avec conscience, arriver vraiment à se détacher de qui on est, mais de qui sont les gens. Et là, l'écoute est extrêmement important et apprendre à connaître les gens. Voilà ce que je rajouterais. Important. Et alors, une dernière question, mais là, une phrase, parce que là, on est déjà dépassé. En fait, est-ce que vous préférez écouter ou vous écouter? Alors, je pense que les deux sont indispensables. Il faut savoir s'écouter pour écouter. Pas mieux. Alors, Jean-Christophe? Je ne peux que être d'accord. Bon, c'est bien. Écoutez, ils sont rapides. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.